Bonjour, bienvenue à la prépa ISP, préparation du concours de l'Institut national du service public, une vidéo de correction de l'épreuve proposée en questions-réponses courtes au concours 2024. Alors, on va procéder en 4 temps. Tout d'abord, rappeler quel était le sujet, et ensuite, dans chacun des temps successifs, répondre à chacune des 3 questions posées. Sur le sujet lui-même, l'INSP n'a pas innové par rapport à ce qu'elle est proposée, c'est-à-dire qu'elle rappelle dans un premier temps quelle est la nature de l'épreuve, quels sont les attendus. Elle rappelle notamment sa durée, c'est une épreuve de 5 heures. Et elle rappelle également qu'on attend une certaine interdisciplinarité. Et là, de fait, on voyait que les 3 sujets concernaient les questions européennes, mais pas seulement, puisqu'en effet, ils touchaient à d'autres parties d'un programme. Programme qui est très large, puisqu'il comporte déjà dans une première partie du programme les finances publiques, une deuxième partie les questions sociales, un troisième temps qui sont les questions européennes et internationales, ou les questions européennes, une certaine autonomie d'ailleurs par rapport aux questions internationales, puisqu'on trouve aussi bien du droit européen que des politiques européennes. Alors, sur les 3 questions elles-mêmes, la première bonne surprise, c'est que déjà, il n'y en avait que 3. Alors j'ai dit bonne surprise parce que dans les propositions de sujets qui avaient été soumises aux candidats, il y avait 5 questions. 5 questions en 5 heures, 5 dissertations, c'est très long. C'était plutôt une bonne surprise de voir qu'il n'y avait que 3 questions à traiter en 3 heures. En plus, l'une des 3 avait un fond documentaire avec 3 documents, ce qui permettait déjà d'avoir une certaine idée de ce qui pouvait être traité. Ce n'est pas une note de synthèse, il ne suffisait pas d'analyser correctement ces 3 documents pour pouvoir répondre à la question posée, c'était la question 2. En tout cas, ça donnait une première orientation. La moins bonne nouvelle, c'est que les 3 sujets ont une vraie difficulté. L'Union européenne laisse-t-elle filer les déficits des États membres ? Sujet très à la mode, sujet majeur des finances publiques. Présentation un peu ambiguë, laisse-t-elle filer, comme si l'Union européenne encourageait les États à la dépense. On sait que c'est plutôt l'inverse, mais cette formulation visait à répondre à un paradoxe, à savoir qu'il y a la possibilité d'avoir des mesures contraignantes qui de fait ne sont pas mises en œuvre. Deuxième, donc un sujet de finances publiques. La mobilité géographique des médecins au sein de l'Union européenne, quels enjeux pour l'accès aux soins en France et dans les États membres ? Petite curiosité, l'accès aux soins dans les États membres, je sais que ce n'est pas dans le programme. Bon, traitez-le sous l'angle, effectivement, la libre circulation. L'accès aux soins, ça renvoie aussi aux déserts médicaux, ce qui n'était pas forcément évident dans le sujet tel qu'il était posé, qui était un sujet, lui, qui renvoie aux questions sociales. Le troisième sujet d'une souveraineté européenne est-elle possible ? On renvoie cette souveraineté non seulement de l'Union européenne par rapport à ses composantes, par rapport aux États membres, mais aussi l'expression de ces souverainetés dans l'ordre international, c'est-à-dire par rapport à d'autres pays, d'autres ensembles géographiques, les organisations internationales, les États-Unis ou la Chine. Donc ce sujet, dans son approche, impliquait notamment une approche qui vise les questions internationales, même si finalement les questions internationales étaient un peu le parent pauvre de cette épreuve. Sur les 20 points, on notera qu'il fallait bien mettre une question avec un peu moins de points que les autres, en étant égal. C'est la question 2 qui était la plus technique, qui était à 6 points, quand les 2 autres étaient à 7 points. Alors, on arrive tout de suite à la correction de la première question, l'Union européenne et déficit des États membres. L'idée, classiquement, l'Union européenne laisse-t-elle filer le déficit des États membres, renvoie à l'idée d'un encadrement des déficits et des dettes publiques. Comment cet encadrement est-il opéré ? Pourquoi y a-t-il un encadrement ? Sont les premières questions auxquelles il fallait répondre et pour lesquelles, en mobilisant des parties du cours, on voyait qu'on disposait d'un certain nombre d'éléments de réponse. Ensuite, on attendait une présentation des niveaux actuels de déficit, en rappelant qu'une pression des déficits excessifs était engagée à l'encontre de la France à partir de juin 2024, au lendemain des élections européennes. Enfin, dans le cadre de ce semestre européen, donc d'échange de la France avec la Commission européenne sur l'évolution de ses finances publiques, un certain nombre de perspectives ont été dressées à moyen terme, et ce sont ces perspectives qui doivent être analysées. Alors, sur l'encadrement des déficits et dettes publiques, on le trouve dans le programme de l'épreuve, qui parle déjà des éléments structurants des finances publiques. Bon, terme un peu phraseur, mais on comprend mieux avec le contenu. L'encadrement des finances publiques est le point 2, donc l'encadrement c'est le grand P, le 2, le cadre européen. L'encadrement des finances publiques nationales par le droit de l'Union européenne, la discipline budgétaire et la coordination des politiques économiques et budgétaires.
Pour ceux qui seront inscrits à les prépa ISP, je précise que le programme est intégralement traité, chacun des points. Parfois, je ferai des références à des sous-points, tels qu'ils ont été proposés dans le support de cours. Support de cours pour 4 épreuves, donc qui vise à être exhaustif. Je dois avouer qu'on arrive aux 900 pages pour ce support de cours. Bon, avec évidemment des annexes, hein, on essaie d'être aussi synthétique que possible. Et on propose aussi tout au long de l'année des vidéos d'actualité. Pour ce sujet-là, on avait fait 3. Le support de cours avait été proposé en finances publiques dès la fin de l'année 2023. Une actualisation en février, une autre au printemps et une 3e en juillet, mi-juillet, un peu avant le concours. Alors, il faut voir qu'également, donc, dans les structures, l'encadrement des finances publiques, ça renvoie au pacte de stabilité et de croissance, au traité de Maastricht, aux 2 objectifs qui, dans le cadre de l'Union économique et monétaire, visaient à limiter les déficits à 3% et les dettes à 60% du PIB, ces 2 pourcentages étant exprimés en pourcentage du PIB, qui visait également ensuite, par le pacte de stabilité et de croissance, à prévoir un encadrant déficit en recourant à la notion de déficit structurel, et enfin le traité sur la stabilité, la coopération et la gouvernance, qui aboutit en France à la création du Haut Conseil des finances publiques, donc une sorte de vigie des finances publiques, chaque État devant se doter d'une structure. Ce traité sur la stabilité, la coopération et la gouvernance a été suspendu son application pendant le Covid-19, application classique d'une politique de relance où l'État joue son rôle de soutien à l'économie, et en 2023 a été mise en place une réforme de ce cadre. Donc on attendait bien sûr une présentation des différents dispositifs depuis le traité de Maastricht de 92, avec la mise en place de l'Union économique et monétaire. Alors pourquoi cette coordination ? Dès lors que les politiques monétaires sont définies au niveau communautaire, les politiques budgétaires peuvent entrer en contradiction avec les politiques monétaires. En fait, un État pourrait avoir une politique budgétaire expansionniste, mais qui irait à contre-courant par la création monétaire d'une stricte limitation des déficits. En quelque sorte, un État aurait une politique qui lui serait favorable pour lui, mais qui serait défavorable aux autres partenaires, en tout cas qui aurait des conséquences négatives. Donc pour éviter ce fédéralisme monétaire sans fédéralisme budgétaire, pour reprendre une formule, la nécessité de l'encadrement des déficits publics. Mais dans un stade qui est plus incitatif qu'un stade contraignant. Alors, le pacte européen, l'accord sur réforme des règles budgétaires, a été adopté par consensus en décembre 2023. L'objectif des déficit est désormais moins contraignant pour les États. Désormais, il s'agit de réduire la réduction de la dette à hauteur d'au moins 1% du PIB en moyenne par an. Avant, c'était au-delà des 60% à 20e, donc la France à 120%, enfin 112, à un moment on a approché les 120, aurait été obligé de réduire un 20e de 120 au-delà de 60, eh bien 3% tous les ans, ce qui est absolument considérable. Les objectifs de déficit et de dette ont été maintenus, donc dette publique limitée à 60% du PIB, déficit public limité à 3%. Un dispositif qui a été mis en place par un accord trouvé entre la France et l'Allemagne, s'appuyant sur une proposition qui avait été formulée par la Commission européenne au printemps 2023. Désormais, à partir de 2025, les États auront de 4 à 7 années pour réduire leur déficit et endettement. Et la période la plus longue sera accordée aux pays investissement dans des secteurs d'avenir comme la transition écologique, la transition numérique ou effectuant des réformes de structure. Et d'ailleurs, la France, dans la présentation de son programme de stabilité budgétaire, tous les ans, la Commission européenne, dans le cadre du semestre européen, met en avant justement ces efforts structurels. L'effort est bien porté sur les trajectoires budgétaires, comme on le verra dans les chiffres. Beaucoup d'États dépassent les 60%, mais ne sont pas forcément en procédure de déficit excessif. L'évolution, c'est-à-dire le niveau de dette, puisque l'accumulation des dettes crée le déficit, pour faire simple, est considérée comme plus prioritaire que le niveau d'endettement. Donc les trajectoires budgétaires sont mises en priorité. Il s'agit d'encourager les États à être sur une trajectoire de réduction des déficits et en tout cas de revenir sous le seuil de 3% du PIB de déficit public. Sur les niveaux actuels de déficit et la procédure de déficit excessif engagée à l'encontre de la France, on va prendre de l'épreuve de la politique financière, politique budgétaire et dette publique. Il y a différents soldes, je n'insiste pas, mais qu'on traite dans le support de cours de la prépa ISP, notamment le solde structurel qui a été retenu, et la dette publique, des éléments de définition, et surtout sa structure, son évolution et des comparaisons internationales. Je vous les donne ici. La France, c'est le 5e bâton partant de la gauche. Seuls 4 pays ont un niveau d'endettement plus élevé, Grèce, Italie, Portugal, Espagne.
des chiffres un peu différents quand on prend les données de l'OCDE. Donc quand vous avez un sujet de ce type, on n'attend pas que vous connaissiez les politiques, les programmes de stabilité de chacun des 27 États membres. En revanche, que vous ayez des éléments de comparaison, que vous sachiez situer la France, qui a donc un déficit et une dette supérieure à la moyenne de l'Union européenne, mais pas dans les plus élevés, fait partie des éléments qui sont totalement attendus. Alors ça, c'est les éléments du support de cours au premier trimestre 2023. La procédure de déficit excessif a été lancée en juin 2024 dans le cadre du pacte de stabilité et croissance. Donc je rappelle, les règles ont été suspendues, l'application de ces règles pendant le Covid. Ce sont 7 pays européens qui ont été concernés, qui s'ajoutaient à un autre qui était déjà en procédure de déficit excessif, à savoir la Roumanie depuis 2020. Ces pays sont la France, l'Italie, la Belgique, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et Malte. Ils ont reçu une mise en garde de la Commission européenne et les sanctions financières peuvent aller jusqu'à 0,1% du PIB par an, ce qui pour la France ferait 2,5 milliards d'euros par an. Les ministres de l'économie et des finances de l'Union européenne se sont réunis le 16 juillet. À la majorité qualifiée, ils ont confirmé cette décision. Chaque État, d'ici le 20 septembre, doit présenter un plan budgétaire et structurel national à moyen terme. Bon, alors la France, il y a la dissolution de l'Assemblée nationale qui rend les choses plus complexes. Et en novembre 2024, les recommandations de la Commission européenne prévoient la réduction du déficit public de 0,5 points de PIB par an. On voit par rapport au 1 point de PIB, donc une approche relativement plus souple en formulant un champ de recommandation. Tout ça est attendu en novembre 2024. Bref, quand l'épreuve a été proposée en août 2024, on était tout à fait dans le champ de l'actualité. Un conseil de l'Union européenne se réunira en décembre 2024 et au printemps 2025, un rapport annuel d'avancement appréciera pour les États concernés leur trajectoire budgétaire, les réformes menées et les investissements. Ce qu'il s'agit de ne pas procéder à un retour à l'équilibre par l'investissement qui participe du maintien de la croissance à long terme. Les perspectives d'évolution budgétaire communiquées par la France l'ont été dans la loi de programmation des finances publiques 2023-2027, qui prévoit un retour au déficit public sous la barre des 3% d'ici 2027, alors qu'on était à 4,9% de prévision en 2023. L'idée est de mettre l'accent sur la maîtrise de la dépense publique et non sur l'augmentation des prélèvements obligatoires, tout en conduisant un certain nombre de politiques qui soutiennent la compétitivité de l'économie. L'exécution 2023 a toutefois fait apparaître un déficit de 5,5% du PIB, donc supérieur aux 4,9% prévu en loi de finances initiale et surtout 4,8% d'exécution en 2022. Dépassement qui s'explique par la trajectoire fiscale, des moindres recettes fiscales à hauteur de 21 milliards d'euros, si bien que la dette publique à 110,6% du PIB. On attend que ces chiffres figurent, donc on voit on est très nettement au-delà des 60% et des 3%. Le programme de stabilité présenté en Conseil des ministres par la France le 17 avril 2024 prévoit une réduction du déficit public de 5,1 en 2024 à 4,1 en 2025, 3,6 en 2026 et 2,9% en 2027, puisqu'au-delà des 3%, il y a de possibles sanctions financières, puis une croissance du PIB qui s'élèverait à 1% en 2024 et qui ensuite augmenterait légèrement pour dépasser le taux de croissance potentiel. Alors ce programme de stabilité a été critiqué, notamment par le Haut Conseil des finances publiques, par la Cour des comptes. Vous pouviez tout à fait, dans le cadre du sujet, avoir une approche dite budgétariste, c'est-à-dire une approche critique vis-à-vis de ces perspectives, tout en restant dans le positionnement d'un haut fonctionnaire. Il ne s'agit pas d'étrier le gouvernement, mais d'observer, de faire mention d'un certain nombre de regards différents, critiques, en l'occurrence du Haut Conseil des finances publiques et de la Cour des comptes. L'estimation de l'INSEE fin mars 2024 montrait que la dette publique continuait d'augmenter. Alors, c'était les derniers chiffres au moment où les candidats passaient le concours. Depuis, on a eu le chiffre de la fin du deuxième trimestre qui dépasse les 3200 milliards d'euros, donc qui actualise d'autres données. Et je vous rappelle la répartition par personne, par catégorie d'administration publique. État, organisme divers d'administration centrale, ODAC, administration publique locale, APUL, organisme de sécurité sociale, ASSO. On voit que la part de l'État représente la part la plus importante, autour d'environ 80%. Alors, les éléments de corriger, moi j'aurais commencé d'emblée par dire qu'une procédure de déficit excessif est engagée à l'encontre de la France et d'autres États membres. Donc oui, mais il y avait déjà une procédure similaire avant le Covid, bref, quelle est son efficacité? Donc dans le libellé un peu étrange, la question de laisser filer, finalement, n'y a-t-il pas une responsabilité de l'Union européenne? Donc l'introduction commence toujours par une accroche, par une définition de la problématique en termes du sujet, puis l'annonce du plan. Plan en 2 parties, 2 sous-parties. Je recommande toujours ce plan en 2 parties, des sous-parties, déjà parce que vous avez 1h40 en moyenne par chaque dissertation qui pourrait faire l'objet d'une épreuve de 4 heures, hein, donc essayez d'aller au plus vite. Un retour à un cadre communautaire d'encadrement des déficits publics après la crise liée au Covid-19, comme titre du grand 1, de rappeler que c'est un encadrement ancien,
justifiée par la nécessité d'éviter les politiques budgétaires non coopératives au sein de l'Union européenne et de la zone euro, que le creusement important du niveau de déficit d'endettement, donc en France et les autres pays européens, a justifié une réforme des règles communautaires. Le deuxième temps montre que les perspectives d'amélioration budgétaire sont incertaines. Certes, des programmes de stabilité qui ont été présentés qui visent un retour à 3%, mais qui sont entourés d'incertitudes quant à leur exécution. Et enfin, je termine par rapport sur des déficits excessifs, un cadre jusqu'à présent davantage incitatif que contraignant pour répondre à la question posée. C'est en fait, est-ce que l'Union européenne est véritablement stricte pour l'application de ces règles? En conclusion, même si on aurait pu en parler, outre la réponse à des questions, de montrer que ce retour à l'équilibre passe par des leviers d'action sur les recettes et les dépenses, la France privilégiant les dépenses sans exclure certaines recettes. Alors, sur la deuxième question, qui était la mobilité géographique des médecins au sein de l'Union européenne, on va déjà voir quel a été le libellé, les documents fournis, la documentation en dehors de ces documents, et enfin des éléments de corriger. La mobilité géographique des médecins au sein de l'Union européenne, quels enjeux pour l'accès aux soins en France et des États membres? Quels enjeux? Et oui, donc, alors le mot enjeu se prête quasiment à toutes les interprétations. On avait donc une idée de libre circulation au sein de l'Union européenne, mais également une question d'accès aux soins, donc ce que je disais en introduction, de renfort aux déserts médicaux. Il y avait un sommaire de 3 documents avec une liste de cycles. On voit que cette épreuve reprend ce qui se faisait déjà dans l'épreuve de finances publiques, qui n'avait que 3 questions, l'ancien concours l'INSP, avec 3 questions mais en 3 heures. Donc là, pour le moment, on est resté en 2024 à 3 questions, mais en 5 heures. Le document 1 montrant le pourcentage de médecins formels étrangers en 2011 et en 2021 avec des comparaisons, donc document établi par le jury de concours, montre qu'en France, cette proportion qui tend au généralisé atteint 12,3%, bref, qui laisse suggérer l'idée que le recours aux médecins étrangers qui peuvent former à l'étranger, donc dans un autre pays de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne, peut être une réponse moindre que dans d'autres États, mais davantage que dans certains. La France est sur une moyenne un peu basse. Le document 2 s'intéresse aux raisons pour lesquelles les médecins vont s'installer dans une zone. En fait, ce qui est intéressant, c'est là qu'on a la liste de documents, c'est que par exemple quand on précise une zone à laquelle ils ont des attaches géographiques, donc une zone plutôt peuplée, une zone où il y a déjà d'autres professionnels de santé, donc une zone qui n'est a priori pas en pénurie de médecins, sont autant d'éléments qui en fait risquent de poser des problèmes et d'encourager que les installations se fassent là où il y a déjà des médecins. Enfin, le document 3, qui est un extrait d'un rapport sénatorial, vous précise les 2 champs, à savoir la mobilité, la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne, qui est une application de la libre circulation des personnes, et qui passe par une reconnaissance des mutuelles des qualifications entre États membres. En gros, un médecin formé en Italie a le pouvoir de possibilité d'exercer en France. On considère que les diplômes sont mutuellement reconnus, mais avec des questions qui sont différenciées selon les disciplines. Dans certains cas, cette reconnaissance mutuelle est automatique. Dans d'autres cas, elle nécessite un certain nombre de vérifications, notamment sur les conditions d'exercice. Alors, en dehors de ces documents, le programme de cours de questions sociales précise la politique de santé sur l'organisation et le pilotage de l'offre de soins en France et le rôle de l'Union européenne, en fait, va aborder très clairement le dualisme de l'offre de soins, c'est-à-dire à la fois entre une offre de soins donc en médecine libérale et en médecine hospitalière. Mais les deux sont concernés par la pénurie, puisqu'en fait les critères de pénurie s'expriment notamment, alors c'est la place des usagers dans le système de santé et l'accès à la santé. Bon, alors ce même paragraphe, j'ai oublié de le dire, précise aussi les politiques communautaires qui visent à accéder à le plus haut niveau de santé possible. L'accès à la santé, c'est une exigence d'ordre constitutionnel. S'il y a un point à retenir, c'est celui-ci qui était important, c'est un droit fondamental. Des mesures qui figuraient dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, avec déjà une actualisation d'un cadre des déserts médicaux qui avait été établi en 2017, et avec certaines mesures, notamment la 4e année de consolidation en internat en médecine générale, avec une incitation. C'était un des grands débats qu'il y avait eu lors de cette mesure, une incitation à être dans les zones médicalement tendues. Donc ça étaient des points qui ne figuraient pas du tout, ces points-là, c'est-à-dire les déserts médicaux. Dans les politiques de protection sociale, de solidarité et de cohésion, le point J, politique de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, c'est pas dans le programme, c'est moi qui les ai numérotés, l'aide sociale et les minima sociaux, comprend un point qui est important, à savoir les permanences d'accès aux soins de santé, mais également des dispositifs, parce qu'il y avait une ambiguïté, par exemple l'aide médicale d'État, la couverture santé solidaire, autant d'éléments
qui s'exprime en termes d'accès, non pas seulement en termes d'accès physique, mais en termes d'accès financier, qui pour moi avait vocation à figurer dans le sujet. Enfin, dans la partie du programme de cours sur questions européennes internationales, donc le point 2 de cette partie, les politiques de l'Union européenne visent le marché intérieur, la circulation des marchandises, des personnes, des services, des capitaux et des données, reprend des éléments qui en fait sont développés dans le document 3 sur la libre circulation des personnes, celle des travailleurs et la reconnaissance, la qualification des diplômes. Donc même si vous n'aviez pas eu le document de support, vous aviez des possibilités de le situer, en tout cas de le resituer dans ce cadre plus général. Le corrigé que je vous propose commence déjà à dire que l'accès aux soins renvoie une double problématique, l'accès aux structures de santé des patients et liberté d'établissement des praticiens. Question qui aujourd'hui se pose dans un cadre communautaire marqué par la libre circulation des personnes et spécifiquement des travailleurs. Comment concilier ce droit à la santé, exigence constitutionnelle, avec la liberté d'exercice professionnel des médecins, c'est-à-dire liberté d'établissement et liberté de déplacement. Donc conciliation entre deux principes. Ensuite, l'annonce du plan. Alors, vous pouviez tout à fait en accroche et prévoir d'autres sujets. Il y a une autre loi de 2024 sur les déserts médicaux qui revient. Vous pouviez aussi parler de la directive de 2005 qui a été modifiée en 2013, qui parmi les travailleurs pour lesquels les reconnaissances des qualifications des diplômes, il y a des catégories spécifiquement prévues, les architectes, les professions de santé. Vous pouviez aussi envisager d'ailleurs qu'il n'y a pas que les médecins qui sont concernés. Vous aviez la possibilité, si vous le souhaitiez bien sûr, de prendre d'autres éléments d'accroche, sachant qu'ensuite vous ne les redévelopperez pas dans le corps de votre copie. Ne négligez jamais l'introduction, elle doit faire 10 à 20% de votre copie. C'est la première impression que vous donnez, c'est celle-là qui déterminera déjà un premier aperçu de la note que vous pouvez espérer avoir. Alors le plan, dans un premier temps, rappelle que la libre circulation des professionnels de santé dans le cadre de l'Union européenne pose la liberté d'installation des termes renouvelés, donc des principes de liberté, liberté d'établissement et de libre circulation. Le libre établissement pour les libéraux s'organise dans le cadre de l'offre de soins. Alors c'est le point que je citais, QS, questions sociales, 4B, paragraphe de l'offre de soins, c'est celui dans le support de cours, on développe ce point. La libre circulation renvoie au document 3, mais également au cours de questions européennes internationales. Première sous-partie. Deuxième sous-partie, la reconnaissance mutuelle des qualifications, qui est le corollaire de la libre circulation. Elle passe par une reconnaissance mutuelle, c'est l'objet du document 3 dans le support de cours, mais aussi une conséquence, la proportion de médecins formés à l'étranger qu'on voit dans le document 1. Sur la base de cet état de fait, c'est-à-dire de liberté médicale, comment lutter contre les déserts médicaux? De montrer que ces leviers d'action peuvent s'envisager dans un cadre européen. Déjà, il existe un certain nombre de dispositifs incitatifs renforcés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, qui sont conformes aux objectifs à la politique communautaire de la santé et surtout au droit à la santé, qui le consacre comme un droit constitutionnel. L'accès à la santé et à la lutte contre les déserts médicaux nécessitait des développements spécifiques sur la base notamment de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, et si vous aviez des éléments d'une autre loi de sécurité sociale 2024. Dans ce cadre, l'accueil des médecins étrangers dans les zones en tension en France et en Europe pouvait s'analyser au regard de la motivation des choix d'installation, tel qui était analysé dans le document 2. Alors un point qui ne figurait pas, mais que je trouve intéressant, c'était de distinguer les praticiens étrangers de l'Union européenne et hors Union européenne. La libre circulation n'exclut pas que les personnes viennent et ensuite ont la liberté de s'installer dans tout État. On pouvait aussi aborder celle des praticiens français à l'étranger, soit dans l'Union européenne, soit dans l'extérieur de l'Union européenne. En conclusion, un point qui n'est pas abordé, qui est connexe, à savoir que l'Union européenne est un continent exposé à un vieillissement démographique qui ne se pose pas dans les mêmes termes selon tous les États. La France est plutôt un pays jeune, même si l'indice synthétique de fécondité est tombé en dessous de 2. Ça faisait partie, le vieillissement, des thématiques qui étaient abordées dans le programme de cours de questions sociales. Ça se traduit par des besoins plus importants et qui renforce encore les inégalités d'accès aux soins et les besoins d'accès aux soins. On voit que l'Italie, par exemple, recourt très peu à des médecins étrangers formés dans un autre pays, alors précisément que l'Italie est le pays le plus vieillissant de l'Union européenne. Pour la troisième question, la souveraineté européenne, elle était libellée sous un terme, la souveraineté européenne est-elle possible? Et oui, le champ des possibles était élargi par cette question. Alors, déjà, on va voir que c'est un sujet de question européenne internationale qui peut être envisagé sous un double angle. Souveraineté par en bas, celle des États membres de l'Union européenne, mais aussi souveraineté par rapport à d'autres ensembles. On l'a vu, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Microsoft et je ne sais plus ce qu'était le deuxième A, ça va être Facebook, qui effectivement collabore avec le renseignement américain, ce qui a posé la question du lancement de nouvelles solutions, de
nouvelles solutions logicielles développées dans le cadre européen. Donc ce qui montre déjà que la souveraineté nationale s'envisage dans un cadre industriel plus large, européen, mais on le constate aussi par des projets comme Airbus, qui est un projet autant européen qu'un projet français. Le libellé de la question suppose que cette souveraineté n'est pas réalisée, mais est-elle possible? Dans le sens du possible, y va-t-on? Est-ce que c'est une évolution? Est-elle souhaitable? Sous-jacente se trouve la question du fédéralisme, celle de la citoyenneté européenne. Il faut absolument, sur ces deux sujets, que vous ne preniez pas position. Vous aspirez à être des hauts fonctionnaires. Un haut fonctionnaire n'a pas à prendre position, il donne des éléments d'analyse par rapport aux décideurs politiques. Donc il fallait rester dans un équilibre subtil et prudent entre une évolution certainement vers un fédéralisme, un fonctionnalisme, comme l'ont analysé plusieurs auteurs experts de la construction européenne, et en même temps ne pas vous prononcer sur la forme que peut prendre. En fait, vous resterez dans un prudent entre deux, où vous montrerez que la souveraineté européenne, si elle se met en place, n'est pas incompatible avec la souveraineté nationale, et que l'une et l'autre peuvent se conjuguer. Alors, sur les éléments de réponse, donc là, évidemment, on va se rapporter au programme de l'épreuve en question européenne internationale. Déjà, un retour sur l'historique et finalité de la construction européenne. Rappelez que l'Europe politique n'était que dans un deuxième temps l'échec de la Communauté européenne de défense en 1951. Dans la partie sur les enjeux et les grandes évolutions de la construction européenne, apparaît une présentation des valeurs et des finalités. On précise que le projet de construction européenne répond à une démarche spécifique. Et surtout, vous avez les enjeux et méthodes d'intégration européenne, les théories et les formes de l'intégration européenne. Je vous parlais du fonctionnalisme, plutôt du néo-fonctionnalisme, le fait qu'on est sur de l'intergouvernemental, comme dans le droit international public, à savoir que ce sont les gouvernements, les États membres, ou les États reconnus au niveau international étant les acteurs du droit international public, négocient d'éventuels transferts de souveraineté, mais restent au garde de la main. La Commission européenne met en place des structures spécifiques. Et justement, cette spécificité institutionnelle fait partie des sujets importants. Les degrés divers d'intégration, depuis la politique commerciale jusqu'à l'union économique et monétaire, est aussi un autre élément qui pouvait être abordé dans un cadre qui est celui des transferts de compétences, notamment vers l'Union européenne, mais aussi de compétences partagées entre ces deux structures. Le programme comprenait un point sur les élargissements et la question de l'identité, et je pense que ceux qui l'ont envisagé voulaient justement que cette question identitaire soit présentée à l'heure de montée des nationalismes. La question de l'identité se pose au niveau des identités européennes et des identités nationales. Comment arrive-t-on à conjuguer les deux? Mais aussi au niveau de la solidarité intérieure-extérieure, solidarité intérieure entre l'Union, les États membres et les peuples, par exemple par rapport à des catastrophes naturelles, on l'a vu dans le cadre du vaccin, mais aussi une solidarité extérieure qui a été renouvelée dans le cadre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, de l'agression russe contre l'Ukraine, et l'idée que le président Emmanuel Macron avait envisagé 4 mois après le début de l'agression russe, les termes de souveraineté européenne étaient évidemment un sujet qui était à traiter. Alors, les politiques de l'Union européenne s'y prêtent, l'action extérieure de l'Union européenne, la politique européenne de sécurité, la politique européenne de sécurité commune et la politique de sécurité et de défense commune, la politique étrangère et de sécurité commune, pardon, PESC et PSDC, le rapport à l'OTAN, le niveau des budgets de défense, c'était des points absolument essentiels. On est sur un sujet de questions internationales, la volonté de s'émanciper par rapport à l'OTAN, mais une difficulté dans un contexte où le président Donald Trump avait ne garantissait pas forcément le soutien à l'Union européenne, renvoie à nécessiter dans un contexte de guerre en Europe, la première fois depuis, du moins une telle échelle, depuis la guerre en ex-Yougoslavie, renvoie à cette impérieuse nécessité, comme disait Emmanuel Macron le 24 juin 2022, la souveraineté européenne. La traduction institutionnelle, c'est que l'unanimité s'applique dans le processus des décisions. D'autres politiques peuvent être citées, je vous ai parlé du numérique, plutôt de la souveraineté numérique, mais aussi dans la troisième partie du cours sur la troisième partie de la partie politique européenne et étrangère, l'objectif de démocratie française, l'objectif d'intégration, multilatéralisme, des valeurs propres à l'Union européenne étaient autant d'éléments qu'on pouvait voir. D'autres éléments, je vous ai parlé de la souveraineté industrielle et économique, je vous ai parlé des vaccins, de la réindustrialisation. Des thèmes comme celui de la citoyenneté européenne étaient étroitement liés à celui d'une identité. La hiérarchie des normes crée un ensemble intégré par la supériorité des normes communautaires. Enfin, le retrait de l'Union européenne et la traduction du respect des identités nationales.
Alors le plan, moi je vous propose de partir de l'idée que si l'Union européenne a servi comme modèle d'intégration dans d'autres parties du monde, je pense au Mercosur, à l'Union africaine, voire à l'Union des nations d'Asie du Sud-Est. Beaucoup de ces modèles sont très politiques. L'Union africaine s'inspire plus de l'ONU, peut-être que le Mercosur en est finalement le plus proche. Or, en fait, quand on parle de souveraineté, on met l'accent sur les aspects politiques, alors que les aspects économiques sont extrêmement prégnants. Je parlais de l'échec de la Communauté européenne des défenses en introduction, mais c'est vrai aussi sur des modèles alternatifs comme d'autres modèles, exemple de développement comme l'Union africaine. De mesure où le support de cours parle de la régionisation des politiques, il y a dans le support de cours de la PPSP des développements substantiels sur chacun de ces ensembles régionaux. La définition de la notion de souveraineté, c'est un gouvernement qui exerce son autorité sur un territoire, une population, devait être présentée. Ces attributs sont-ils réunis? Enfin, dans ce contexte, peut-on dire qu'une souveraineté européenne se met en place, non seulement par rapport aux États membres, c'est ce que je disais par rapport à d'autres pays ou ensembles régionaux, quels sont les composants de cette souveraineté européenne, quelles en sont les limites? Alors, un plan classique, un plan de type oui-non, en disant déjà que l'Union européenne est un ensemble sui generis, qui est encore dépourvu des attributs définissant la souveraineté d'un État. Une rappel historique, une conception fonctionnaliste qui tend au fédéralisme et transfert de compétences. Un historique de l'Union européenne, préciser quel est son degré d'intégration, malgré des accords intergouvernementaux, donc une mise en place qui a pris les outils classiques du droit international public et qui respecte la souveraineté des États, l'accord intergouvernemental. C'est d'abord l'économie, mais des transferts de compétences sont même opérés dans un domaine régalien par excellence, tel que la politique monétaire, avec la mise en place d'une union économique et monétaire. Toutefois, ce modèle présente un certain nombre de lacunes à la définition d'une identité européenne qui sous-tendrait un nouvel État souverain. Les identités nationales restent prégnantes. L'identité européenne, malgré la citoyenneté européenne, ne reste pas encore une idée suffisamment forte. Et le Brexit montre même qu'un certain nombre de forces centrifuges peuvent nuire au projet à la fois et d'élargissement et d'approfondissement de la construction européenne. Toutefois, je souligne dans un deuxième temps qu'il l'intérêt néanmoins d'une évolution vers une souveraineté européenne, vous noterez que je suis extrêmement prudent, l'intérêt d'une évolution vers une souveraineté, je ne suis ni fédéraliste européen ni antifédéraliste, sur la base d'un renforcement du droit communautaire. En effet, les solidités intérieures et extérieures sont toujours plus étroites. Là, on peut voir le cadre général des solidités intérieures et extérieures tels qu'ils figurent dans le programme de l'épreuve et dans le support de cours de la PPSP, sur la base de valeurs communes. Des politiques spécifiques, sécurité, justice, le mandat d'arrêt européen, la PESC, la PSDC, mais aussi la souveraineté économique et industrielle, les vaccins, la souveraineté numérique. L'argument qu'il faut ici faire apparaître, c'est que ces souverainetés nationales et européennes s'additionnent. Cette démarche d'intégration progressive passe par un outil qui est le droit communautaire. Le droit communautaire prime sur les droits nationaux, il est donc l'instrument d'une possible souveraineté européenne. C'est là que voir les différentes structures institutionnelles, à savoir la Commission qui représente l'intérêt européen, mais le Conseil des ministres qui garantit l'intérêt des États membres avec tout son intérêt, également les procédures de décision, majorité qualifiée et unanimité. Au final, on pourrait dire qu'on est dans un entre-deux, selon un modèle à définir, mais qui en tout cas questionne sur la place de l'Europe dans le monde. J'ai hésité à le mettre dans le grand 2A, donc comme c'est un point de relation internationale qui est un peu le parent pauvre finalement de ce concours de programme 2024, enfin de cette épreuve 2024, j'ai choisi de le faire apparaître à deux endroits différents de la copie. Voilà ce que je pouvais vous dire, donc un sujet qui était complexe, avec un sujet de cours pointu, même si attendu la première question, un sujet de questions sociales qui nécessitait un document peu difficile, mais qui renvoyait à des questions de déserts médicaux. Enfin pour moi, tel qu'il était libellé, on ne pouvait pas en faire à l'abstraction, essayant de rentrer sur des mesures assez précises, pas seulement la 4e année d'internat en médecine, mais également des exonérations, par exemple de cotisation vieillesse, la possibilité de travailler jusqu'à 72 ans pour certaines professions médicales, autant d'éléments qui sont dans le support de cours d'après PSP, mais qui ne sont pas prégnants et qui en tout cas ne figurent pas dans les documents proposés. Et enfin, une dernière question qui était presque une question philosophique, une question d'avenir. Et c'est vrai qu'après, quand on a déjà fait plus de 3 heures de copie, rentrer dans ce type de questions était véritablement, je le pense, pour les candidats qui le faisaient, la fatigue devait se jouer à la fin. Mais n'oubliez jamais, l'épreuve de questions-réponses courtes, c'est un marathon. Nous, à la prépa ISP, on vous propose une offre complète, un support de cours qui suit l'intégralité du programme, un corrigé vidéo encore plus complexe, vous voyez, 3 fois plus long pour vous dire, sur sa durée, des concours blancs et des actualisations et bien sûr un suivi pédagogique pour l'ensemble des épreuves. Voilà ce que je peux vous dire en vous souhaitant bon courage et bonne continuation. Au revoir.